L'explorateur se ferait un chemin à travers l'épaisse jungle à l'aide de sa grande machette. Soudain, il s'arrête et se retourne. « C'était par où déjà ?» Son guide lui répond, mais il doit attendre que son assistante traduise. « Il dit de continuer tout droit. C'est encore à 100 de mètres. » Le gentleman explorateur fait un petit signe de tête avant de se retourner pour reprendre son chemin dans la forêt. Le guide avait raison, car au bout d'un moment, la jungle dense se dégage soudainement, laissant place à une clairière qui révèle l'une des choses les plus incroyables que l'explorateur ait jamais vues. Juste devant lui, émergeant de la forêt, se trouve un ancien temple avec d'énormes pierres. Une énorme pyramide à étages, faite de pierres finement taillées et ornée de magnifiques statues. Cette énorme construction semble avoir été abandonnée depuis des siècles, voire plus. La nature a repris ses droits et a recouvert la pyramide de vignes et d'autres plantes. L'équipe s'approche du temple, mais s'arrête devant un monument en pierre. L'explorateur parcourt les lignes gravées avec son doigt pour enlever la poussière. C'est alors qu'apparaissent des gravures anciennes. On dirait qu'il s'agit d'une sorte de créature, mais avec de grandes ailes déployées à la place des bras. Peut-être est-ce une sorte de costume rituel, dit l'explorateur à son assistante. L'assistante s'empresse de griffonner dans son carnet, afin d'y consigner tout ce qu'elle peut. Oui, il s'agit sans doute d'une sorte de prêtre, peut-être le gardien de ce temple, grâce au lien qu'il entretient avec ses... Le guide interrompt les réflexions de l'explorateur, ce qui a le don de le mettre en colère. Oui, quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Son assistante assure la traduction, comme d'habitude. Il dit qu'il ne faut pas aller plus loin, que c'est trop dangereux. C'est absurde, répond l'explorateur. Après avoir fait tout ce chemin, et qui sait quels fantastiques trésors nous attendent à l'intérieur ? Des trésors historiques, je veux dire des vestiges. Des trésors pour la connaissance, bien sûr. Bien sûr, répond son assistante avant de suivre son supérieur qui commence à gravir la pyramide à étages, tandis que le guide reste sur ses positions et patiente à la lisière de la jungle. L'explorateur et son assistante traversent une entrée qui mène à un long couloir sombre. Ne disposant que de torches pour éclairer leur chemin, il leur est difficile d'évaluer la profondeur du temple. L'explorateur s'arrête pour examiner les murs qui sont recouverts de davantage de gravures. Il constate qu'il y a des motifs géométriques élaborés, mais aussi beaucoup plus de représentations de la même créature ailée que sur le monument à l'extérieur. Mais ici, les créatures sont représentées en action. Elles semblent courir, pourchasser, tendre la main et attraper des gens. On les voit les attaquer, les attraper, les emporter jusqu'à... Mais, pile à l'endroit du dénouement du récit illustré, il manque un morceau de mur. Il a dû tomber. Tant pis, déclare l'explorateur avant de poursuivre son exploration du temple. Mais son assistante ne le suit pas. Elle repère plusieurs morceaux de pierre sur le sol, sous le morceau manquant, et s'agenouille pour les examiner de plus près. Elle commence à les rassembler et à les organiser pour leur redonner leur place initiale. Entre-temps, l'attention de l'explorateur est attirée par autre chose. De l'autre côté de la salle se trouve la statue d'un grand et fier guerrier, qui tient dans sa main une grande lance ornée de pierres précieuses scintillant à la lumière des torches. L'explorateur tend la main et saisit le manche de la lance. Il commence à tirer dessus, en étant peut-être un peu trop brutal, s'agissant d'un objet ancien. Mais il veut cette fabuleuse pièce, ornée de pierres précieuses, et plus encore que la lance elle-même, il veut les honneurs qu'elle lui apportera à son retour chez lui. Pendant que l'explorateur tire sur la lance, son assistante met en place le dernier morceau de la gravure murale abîmée. Elle passe sa torche au-dessus pour mieux voir et reste bouche bée. Les créatures ailées emportent les gens, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Elle les emmène quelque part, et elle peut désormais se rendre compte qu'elles sont présentées à une créature ailée encore plus grande. C'est un monstre qui se nourrit des gens. L'assistante se retourne pour dire à l'explorateur ce qu'elle vient de découvrir, et au même moment, elle le voit réussir à libérer la lance de la statue. Lorsque la statue lâche enfin prise, l'explorateur tombe à la renverse sur le sol. Il y reste allongé, émerveillé par la magnifique lance ornée de joyaux qu'il tient dans ses mains. « Attention !» crie son assistante. L'explorateur ne remarque pas que la statue est en train de vaciller dangereusement d'avant en arrière. Il se déplace juste à temps avant que la statue ne s'écrase à l'endroit où il se trouvait pour admirer la lance. Elle se précipite vers lui et elle lui demande « Vous allez bien ?»« Je pense que oui, » lui dit-il. « Juste une petite bosse sur la tête, rien de bien méchant. Cela pourra être soigné par un bon... » « Par un bon quoi ?» demande-t-elle. Mais il semble distrait par quelque chose derrière elle. Par un bon... Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ? Il lui montre du doigt. L'assistante se retourne et aperçoit quelque chose qui sort d'un trou dans le mur où se trouvait la statue. C'est l'une des créatures des gravures murales. Une créature bizarre, mi-homme, mi-lézard, avec des ailes à la place des bras. Elle est dépourvue de chair et est entièrement faite d'os.
Les deux se mettent à hurler sur ce demi-humain squelettique, et la créature leur répond en émettant un cri strident. Soudain, d'autres créatures commencent à sortir du trou dans le mur, et d'autres surgissent hors de trou dans les murs et le plafond, jusque-là invisibles. Les créatures se précipitent vers eux, leur bloquant la sortie du temple, et le duo n'a d'autre choix que de s'enfoncer davantage dans le couloir sombre. Durant leur course, d'autres créatures émergent des trous dans l'obscurité, hurlant et tentant de les attraper avec leurs griffes acérées situées aux extrémités de leurs ailes. Au détour d'un virage, l'une d'entre elles s'agrippe à la cheville de l'explorateur, qui trébuche et tombe violemment au sol. Son assistante se précipite à son secours, mais alors qu'elle est en train de l'aider à se relever, deux autres créatures surgissent derrière elle et l'enveloppent de leurs ailes. L'explorateur se lève et poignarde l'une d'entre elles avec la lance ornée de joyaux alors qu'elle l'a traînée vers un trou sombre. Mais une troisième créature la lui arrache des mains. Comme d'autres arrivent encore dans le couloir derrière lui, l'explorateur est contraint de courir. Le couloir en face de lui semble s'être effondré et il n'a d'autre choix que d'entrer dans l'un des tunnels sombres taillés à même la roche. L'étroit tunnel est sinueux et l'explorateur ne sait pas trop où il va ni ce qu'il va faire. Au détour d'un virage, le tunnel s'ouvre sur une pièce gigantesque. Le plafond est haut de plus de 30 mètres. Il ne peut distinguer les murs les plus éloignés avec la seule lumière émise par sa torche et un faible rayon de soleil qui descend par un trou situé en haut du plafond. Il remarque également que le silence règne tout à coup. Il se retourne et regarde le tunnel dont il vient de sortir et remarque que le bruit des horribles créatures qui le poursuivaient a cessé. L'explorateur entend quelque chose venant des profondeurs de la salle géante et se retourne pour scruter dans les ténèbres. Dans un faisceau de lumière, il voit l'une des créatures ailées, mais elle se déplace étrangement, comme si elle ne marchait pas, mais flottait dans les airs. Et pour cause, elle ne marche pas. À mesure qu'elle se rapproche, l'explorateur constate que la créature ailée est coincée sur la dent d'une bouche gigantesque et monstrueuse. Une énorme créature ailée émerge de l'obscurité et bascule en arrière sa tête géante pour dévorer la créature qui était coincée dans ses dents. On peut entendre les os de la créature craquer dans sa bouche. À la lumière, l'explorateur se rend compte que le monstre, qui doit mesurer des centaines de mètres de long, est une sorte d'énorme lézard volant, ou du moins, il en était un à une époque, car maintenant, la majeure partie de son corps n'est faite que d'os. Des restes de chair pendent et forment des lambeaux putréfiés. Le monstre ouvre sa gueule et rugit sur l'explorateur. L'haleine fétide de la créature lui arrive en plein visage. L'explorateur tente de s'enfuir, mais le monstre l'envoie au sol d'un coup d'aile. Il est cloué au sol par une énorme griffe. La créature ouvre sa bouche et rugit à nouveau avant de baisser la tête pour se repaître de son repas. L'explorateur ferme les yeux, se préparant à être dévoré vivant lorsque la créature pousse un cri strident. L'explorateur ouvre les yeux et aperçoit la lance ornée de joyaux qui sort de l'un des rares endroits où il reste de la chair sur le pied de la créature et son assistante qui tient le manche. Elle a l'air un peu mal en point, mais elle est en vie. Elle lui tend la main pour l'aider à se relever. Ils doivent sortir de là, mais l'explorateur doit d'abord retirer la lance des griffes du monstre. Les deux se mettent à courir, faisant tout ce qu'ils peuvent pour éviter le monstre qui ne cesse de les attaquer. Ils repèrent une ouverture bien éclairée à l'autre bout de la vaste pièce, et n'ayant pas d'autre choix, se dirigent vers elle. En se rapprochant, ils voient que c'est exactement ce dont ils avaient besoin. La lumière du jour. Un échappatoire. Ils se retrouvent tous les deux au bord de l'ouverture, manquant de tomber dans le vide. De l'autre côté, le tunnel sur le côté du temple débouche sur un vide de plusieurs centaines de mètres au-dessus de la jungle. Ils se retournent et voient que le monstre se précipite toujours vers eux. Sans trop réfléchir, ils sautent tous les deux, quelques secondes seulement avant que la créature ne manque de les dévorer. Elle est trop grosse pour faire passer autre chose que sa bouche par la porte. Elle hurle pendant que les deux compagnons tombent dans le vide avant de s'écraser sur le sol. L'assistante ouvre lentement les yeux et aperçoit quelqu'un. C'est leur guide. Il lui caresse la tête et lui demande si elle va bien. Elle se redresse, étourdie et quelque peu blessée par sa chute. Elle demande au guide où est l'explorateur et s'il va bien. Mais le guide baisse les yeux, comme s'il préférait ne pas lui répondre. Il désigne un endroit à côté d'eux, sans regarder. L'assistante se retourne et découvre l'explorateur étendu sur le sol, à quelques mètres d'eux, son corps empalé sur la lance ornée de joyaux. L'histoire regorge de contes et de légendes sur les dieux, les monstres et tout ce qui se trouve entre les deux. Mais tous ces récits ne sont pas que des histoires, et parfois la réalité est encore plus terrifiante que ce que nous pourrions imaginer. Et c'est exactement le cas en ce qui concerne le SCP-4959, également connu sous le nom de Ptérodactylactère de Teotihuacan. Le SCP-4959 est une énorme créature qui ressemble à un ptérosaure, un reptile volant qui existait à l'ère mésozoïque. Bien que les ptérosaures aient disparu depuis des millions d'années, le SCP-4959 est bien vivant.
Cette gigantesque anomalie, dont l'envergure est d'environ 50 mètres, se trouve dans un état de décomposition avancé. Environ 70% de sa chair a pourri ou s'est détachée, et seuls de petits morceaux de peau et de tissus en décomposition sont restés accrochés à ses os. La chair qui reste ne montre cependant aucun signe de décomposition supplémentaire. C'est comme si elle était définitivement figée dans cette phase spécifique de décomposition avancée. Les analyses de la chair du SCP-4959 n'ont révélé aucune anomalie particulière, à l'exception d'une concentration d'iridium légèrement plus élevée que la normale. Il n'a plus d'yeux, mais ses orbites brillent d'une lumière verte vive dont la source est inconnue. Lorsqu'elle est en colère, la créature émet également une couronne de feu multicolore au niveau de ses ailes, de son crâne et de son cou. Le SCP-4959 a été découvert dans une gigantesque pièce située sous le temple du serpent à plumes à Teotihuacan, au Mexique. Un certain nombre de tunnels communiquent avec la pièce, et ceux-ci sont tout sauf vides. Dans les nombreux passages tortueux du temple se cachent des entités désignées SCP-4959-A. Ces créatures de taille humaine semblent composées d'ossements humains et de ptérosaures, créant ainsi une créature tout à fait différente, amalgamant les deux espèces. Les os sont reliés à un cœur central, ressemblant à une pierre, mais on ignore si ce cœur a été sculpté dans la pierre ou s'il s'agissait autrefois d'un véritable cœur qui se serait transformé en pierre par le biais d'un processus d'ossification, et on ne sait pas non plus comment les os y sont reliés, ni comment ils se maintiennent ensemble. Les entités 4959-A possèdent également un certain nombre d'ornements sur leur corps, tels que des bandes de textiles délabrés, des plumes et des pierres précieuses, semblables à ceux portés par les indigènes qui vivaient dans la région il y a plusieurs siècles. Le SCP-4959 est carnivore, mais nous ignorons s'il a besoin ou s'il a simplement envie de se nourrir. En tout cas, il semble que ce soit la tâche des entités SCP-4959-A de lui apporter des repas, puisque le SCP-4959 est trop grand pour pouvoir sortir de sa chambre souterraine. Les couloirs et passages qui reliaient à l'origine le temple à la chambre abritant le SCP-4959 se sont tous effondrés, et les seuls tunnels qui y mènent actuellement ont très probablement été creusés dans la roche et la terre par les entités 4959-A. Elles parcourent ces tunnels le plus souvent la nuit, à la recherche de petits animaux comme des oiseaux et des lézards, mais aussi parfois d'un animal plus gros ou même d'un être humain. Ils apportent ensuite leur proie vivante directement aux ptérosaures géants. Ils les lui offrent à la fois en guise de repas et d'offrande. Le SCP-4959 mange alors la proie en entier, parfois l'entité 4959-A avec. Le temple lui-même est recouvert de gravures et de peintures murales, donnant de nombreux indices sur les origines du SCP-4959. Même si l'on ignore comment il est arrivé là, il semble que la population locale ait découvert la créature dans sa chambre et l'ait considéré comme un avatar de leur dieu serpent à plumes, ou peut-être d'une autre divinité inconnue. Un temple a été construit sur le site, et ils ont rapidement commencé à faire des offrandes aux dieux créatures qui vivaient en dessous, en commençant par de petits animaux, puis en évoluant vers des sacrifices humains lors de jours sacrés importants. Les fresques montrent également autre chose qui semble être d'une grande importance. Il semble que le SCP-4959 possédait une sorte de cœur, qui est représenté par une grande pierre précieuse, décrite comme étant rouge comme le sang et brillante comme le soleil levant. Cette pierre précieuse était jadis située sur le sommet du temple, mais on ignore où elle se trouve actuellement. Après une étude approfondie du site par les historiens de la Fondation SCP, un scénario à même d'expliquer au moins en partie ce qui s'est passé là-bas a été élaboré. Il semble qu'il y ait eu un soulèvement au sein de la population locale, aux alentours du 6e siècle de notre ère. Un désaccord est apparu au sein de la population pour savoir s'il s'agissait vraiment d'un dieu ou de quelque chose d'autre, quelque chose de diabolique. Ceux qui doutaient des origines divines du SCP-4959 ont pris le contrôle du temple et ont pénétré dans ses profondeurs pour tenter de tuer la créature. Les nombreuses marques de brûlures sur le mur témoignent de la bataille qui s'est probablement déroulée, et bien qu'ils aient subi de nombreuses pertes, il semble qu'ils aient au moins réussi à condamner la chambre. On ignore à ce jour ce qu'est devenu le grand joyau au sommet du temple après cela, mais il présente un grand intérêt pour la Fondation, car il pourrait bien être à l'origine de la longévité du SCP-4959. Le SCP-4959 a été classé Euclide, et il est toujours enfermé dans la chambre située sous le temple du serpent à plumes, mais toutes les entrées des tunnels qui y mènent ont été condamnées par des portes blindées. Si de nouvelles chambres sont découvertes à la suite de la poursuite du forage de tunnels par les SCP-4959-A, elles doivent être également condamnées. Une fois par semaine, un grand animal vivant, le plus souvent une vache, est déposé dans un puits qui mène directement à la chambre. Et jusqu'à présent, il semble que cela suffise à maintenir le SCP-4959 dans son mausolée. Qu'est-ce que le SCP-4959 au juste? Et qu'en est-il des créatures mi-hommes, mi-ptérosaures qui le servent?
S'agit-il d'humains ayant été sacrifiés et destinés à vivre éternellement dans la servitude de leur maître? Si le SCP-4959 fut un dieu à un moment donné, le fait que nous soyons désormais en charge de le nourrir et de le rendre heureux signifie, dans un sens, que c'est nous qui le servons maintenant. À présent, allez consulter une autre rubrique des dossiers du Dr Bob, comme le SCP-3700, les marées de la guerre, pour découvrir une autre anomalie aux allures de divinité. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer une seule anomalie, car nous poussons toujours plus loin nos investigations dans les archives classifiées de la Fondation SCP.